En 2023, j'ai voyagé pour comprendre le sens de la vie. Par hasard, je me suis retrouvé au Népal, au sein d'une communauté hippie. Et j'ai compris beaucoup de choses. Je vous raconte tout ça maintenant. Petit disclaimer, j'ai fait une vidéo où je raconte mon voyage en Inde, donc si vous ne l'avez pas vu, foncez. Après avoir passé 2 semaines à Delhi, je devais continuer de visiter l'Inde en dormant chez l'habitant. Et un jour, la personne chez qui je devais dormir m'appelle et me dit qu'elle veut participer à un événement, le Rainbow Gathering. C'est un événement hippie qui existe depuis les années 70, mais je vous en reparlerai un peu plus après. Au début, j'hésite un peu, puis je me dis qu'une opportunité comme ça va certainement pas se représenter 2 fois. Donc, je décide d'y aller. Et j'étais très loin de me douter de tout ce qui allait se passer. Mais c'est décidé, le 15 septembre 2023, je pars pour le Népal. Il faut que je vous raconte comment je me suis rendu au Népal. Parce qu'honnêtement, j'ai carrément honte de cette anecdote. Mais je me dois de vous la raconter. Je vais vous raconter la fois où j'ai failli finir en prison en Inde. Pendant ces 2 semaines à Delhi, j'ai rencontré pas mal de gens et j'ai surtout fait la connaissance de Rishi. Il est originaire de Kolkata, Calcutta, et il est venu à Delhi pour son travail. Il bosse dans l'un des plus grands journaux indiens. Je l'ai rencontré à mon auberge et on a direct accroché. On a le même âge, les mêmes délires, bref, on s'entend bien. Et le jour où je dois partir au Népal, on se dit qu'on va passer une dernière soirée ensemble. Le soir venu, je vais le rejoindre à son travail qui est situé à Connaught Place. C'est un peu le centre-ville de Delhi avec tous les grands restos, les magasins, etc. Je le rejoins vers 18h. Et mon bus pour aller à Banbasa, une ville qui est à la frontière du Népal, était à 20h30 à peu près. Bon, on se dit que pour fêter ça, on va se prendre un petit verre. Sauf qu'à Delhi, la consommation d'alcool est interdite pour les moins de 25 ans. Donc, impossible d'aller dans le bar. Alors on se dit qu'on va se prendre une petite bouteille quoi. On se prend la bouteille et on va se mettre à un endroit à l'écart du centre-ville, à un endroit où il y a absolument personne qui passe. On se prend un petit verre et environ 15 minutes plus tard, il y a un policier qui passe. Il nous voit, il s'arrête, il s'approche de nous. Et là, je me dis que on est foutu quoi. Parce que je l'ai pas précisé, mais en Inde, c'est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Rishi commence à négocier avec le policier. Il lui dit qu'on faisait rien de mal, qu'on était juste tranquille dans notre coin. Montre mon passeport au policier pour lui montrer que je suis un touriste. Et après quelques minutes d'échange, le policier il prend une décision. Il appelle un de ses collègues. Et bon, c'est un petit peu bizarre parce que du coup, ils seront 2 avec 2 motos. Et nous on est 2. C'est sûr que maintenant je rigole, mais croyez-moi que sur le coup, je rigolais absolument pas. Et il faut pas oublier que l'heure tourne. Normalement, je dois aller prendre un bus au Népal. Et ça, Richie, il le dit aux policiers, il leur dit que je dois partir bientôt. D'ailleurs, Richie, je l'ai jamais vu dans un tel état. Moi, j'étais complètement abattu parce que non seulement je ratais mon bus pour le Népal, mais en plus je risquais de finir dans un commissariat à New Delhi. C'est pas exactement comme ça que j'avais envisagé mon voyage. Mais Richie, lui, il arrêtait pas de négocier avec les policiers, il a donné tous les arguments possibles et imaginables, il s'est vraiment démené. Et d'un coup, il y a un des policiers qui le chope par le bras, qui le pousse vers la moto, histoire de lui dire bon ça y est, on veut plus t'entendre. Richie, il discute une dernière fois avec les policiers, il vient vers moi et il me dit, après avoir parlé avec les policiers, moi ils allaient m'emmener au commissariat, mais que toi ils allaient te laisser prendre ton bus. D'un côté, je suis soulagé parce que je vais pouvoir prendre mon bus, mais de l'autre, mon ami va finir au commissariat et je sais absolument pas ce qui risque. À ce moment-là, franchement, j'avais trop d'émotions qui se bousculaient en même temps. Il faut se dire que tout ça s'est passé hyper rapidement, en seulement quelques secondes. Il a à peine le temps de me dire ça que on doit déjà partir. J'ai juste le temps de prendre mon sac, de monter avec le policier et j'ai même pas l'occasion de dire au revoir à Rishi. Et j'arrive tant bien que mal à prendre mon bus et je rejoins la personne avec qui je devais faire le voyage jusqu'au Népal. Et c'est seulement des semaines plus tard que j'ai su ce qui était arrivé à Rishi. Je suis pas encore arrivé au Népal que les galères commencent déjà. Et ce sera loin d'être la seule. Après 10 heures de bus, nous voilà à Banbasa, une petite ville sans grand intérêt. On passe la frontière et on arrive à une ville qui s'appelle Mahendranagar.
passe quelques heures dans la ville pour attendre nos bus. Je dis on parce qu'à ce moment-là, j'étais avec Sangam, donc avec qui j'ai fait le trajet depuis Delhi, et on était aussi avec Anna, qu'on a rencontré à la frontière du Népal. On réserve nos bus pour aller au camp, on attend 2-3 heures dans la ville, puis on prend le bus. Normalement, on doit faire 15 heures de bus. Et je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 15 heures de bus au Népal. Je vous explique. Le Népal est constitué à 75% de montagnes. Au Népal, les routes sont étroites et souvent creusées à flanc de falaise. Il y a très peu de routes goudronnées. La plupart du temps, ce sont des pistes en terre ou en gravier. Tous ces facteurs font que les trajets au Népal sont souvent longs, très pénibles. Et surtout, particulièrement dangereux. Entre avril 2023 et 2024, 2400 personnes ont perdu la vie sur les routes au Népal à cause du mauvais état des routes, des véhicules mal entretenus. Là, avec toutes ces infos, je me sens vraiment hyper rassuré. Je me sens vraiment très en sécurité. Mais ce qui est vraiment flippant, c'est les moments où on se retrouve à flanc de montagne et qu'il y a un ravin vertigineux sur le côté. Et à ce moment-là, tu te dis, si le conducteur fait une mauvaise manœuvre, au bout de 17 heures ou 18 heures de bus, on s'arrête à un petit village et on prend un chemin pour arriver à notre campement. Le premier truc qui me marque, c'est la vue. On a une magnifique vue sur les montagnes du Népal avec les nuages, le soleil, c'était vraiment extrêmement beau. Ce qui me marque aussi, c'est l'atmosphère que j'ai trouvé très calme, très paisible. Il y avait à peu près une 50aine de personnes dans le campement, je dirais. Certains qui jouaient de la musique, d'autres qui méditaient. C'était vraiment une atmosphère reposante. On arrive au campement et la première chose que je fais, c'est que je dors. J'étais totalement épuisé par le voyage. Je dors 4 heures, puis je décide de visiter les environs, je parle avec des gens. Un détail important que j'ai pas précisé, mais je n'ai pas de tente. En fait, avant de partir, je me suis dit que j'allais acheter une tente à Delhi. Sauf que, en fait, j'ai beaucoup trop attendu. Je me suis pris au dernier moment. Le dernier jour, j'avais absolument pas le temps d'acheter une tente. Après, on a eu tout le problème avec les keufs, tout ça. Bref, une galère. Et du coup, pendant quelques temps, c'est Sangam, le gars avec qui j'ai fait le trajet, qui m'accueille dans sa tente. Jusqu'à ce que ça crée quelques tensions entre nous. Je vous en parlerai plus tard. Et je pense que c'est le moment de vous parler de l'événement lui-même. Le Rainbow Gathering, c'est une communauté libre et autogérée qui prône des valeurs de paix, d'amour, d'entraide. Le premier événement a eu lieu en 1972 aux États-Unis dans le contexte de la contre-culture des années 60, des mouvements hippies, etc. Des communautés se forment et se reforment tous les ans, un peu partout sur la planète, pour la durée d'un cycle lunaire. Mais sur place, comment ça se passe aussi? On est à 2500 mètres d'altitude, paumé dans les montagnes, sans eau courante, sans électricité. Et 2 fois par jour, on a des repas collectifs, des catering, avec de la nourriture 100% vegan. Et la nourriture, bon, parfois on mangeait des choses vraiment très très bonnes. Et 2-3 fois, bon, c'était pas terrible, quoi. Mais bon, on faisait avec. Et à un moment, on s'habitue à ne plus manger de viande, ne plus boire de boissons sucrées. Ça fait même du bien au corps, franchement. Et la plupart du temps, qu'est-ce que je fais? Et je me promène, je médite, je fais de la musique, je parle à des gens, je rencontre des locaux. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 jours, je commence à me sentir un peu mal, honnêtement. Depuis que je suis arrivé au Népal, j'ai absolument aucune nouvelle du monde extérieur. Et je peux moi-même pas envoyer de nouvelles. Ça commence à me peser un peu sur le moral. Ça fait très bizarre d'un coup d'être coupé du monde à ce point. Au bout de 2 jours, j'apprends qu'en fait, on n'est pas dans le camp final, mais qu'on est dans un camp provisoire. Mais pourquoi? En fait, j'apprends qu'on est tout simplement bloqué par la police. Bon, faut se dire qu'on est dans un coin très reculé du Népal. Ils n'ont pas l'habitude de voir autant de touristes au même endroit, au même moment. Donc, les autorités se posent quelques questions à notre sujet. Mais au bout de quelques jours, on arrive enfin à avoir l'autorisation de partir. Direction le camp principal. Et là, c'est le retour à l'aventure. Tout d'abord, on fait 5 heures de bus et on forme plusieurs groupes pour prendre des jeeps. On traverse des paysages magnifiques et la dernière étape pour rejoindre le camp, c'est l'ascension d'une montagne. Finalement, on arrive à un endroit qui n'est pas le campement, mais on arrive à une auberge de jeunesse. Et là, j'apprends que le campement principal est à 2 heures de marche. Là, physiquement, c'était impossible d'y aller.
Donc avec tout le groupe, on devait être 30 ou 40 personnes, on décide de rester la nuit dans l'auberge et de repartir le lendemain plus en forme. Je décide d'aller voir mon ami Samgam. Il m'accueillait dans sa tente depuis qu'on était au Népal. Je sentais que notre relation commençait à devenir un peu tendue, un peu distante. Je vais le voir et je lui demande si ça le dérangeait que, honnêtement, si je dormais dans sa tente. Et il m'a dit not so far, donc pas très loin. Et à ce moment-là, bon, j'ai compris et je suis parti redormir dans l'auberge. J'ai pas voulu m'incruster davantage. Donc je passe la nuit dans l'auberge, enfin dans le grenier de l'auberge, et le lendemain j'entame l'ascension jusqu'au camp. C'était extrêmement dur, mais j'y arrive. Et là, ça a absolument rien à voir avec le camp principal. C'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de monde, et je me dis que je vais enfin pouvoir vivre la vraie expérience du rainbow. Bon, ce soir-là, je dors dans la tente de Samgam une dernière fois, donc le lendemain, j'aurai aucun endroit où dormir. On arrive au camp principal le 23 septembre, et la journée du 24 est vraiment très tranquille. Le soir, au moment du repas, on est assis en cercle, et hasard du destin, à côté de moi, il y a un Français qui s'appelle Ludo. On commence à discuter, et je lui dis que le soir j'ai aucun endroit où dormir et il me propose d'aller dormir dans une maison construite par les locaux, une hut. Après le repas on va voir la maison et franchement ça a l'air pas trop mal. Bon, le confort est assez simple, mais de toute façon j'ai pas le choix. Donc dans tous les cas je vais dormir là-dedans. Bon, la nuit était assez fraîche mais j'arrive quand même à dormir. Bonjour à tous, donc pour vous faire un rapide résumé de ces derniers jours, j'ai enfin réussi à trouver ma petite maison. Maintenant je dors dans un petit cabanon construit par les locaux, voilà, je dors ici. Le soir je fais mon petit feu là, il y a la rivière qui passe juste ici. Il y a une petite vue sur la montagne, c'est sympa. À bientôt. Et le lendemain, je décide de retourner à l'auberge pour avoir un peu de connexion. Parce que dans ce genre d'expérience, je trouve que ce qui est le plus dur, c'est vraiment l'isolement. C'est ce qui est recherché évidemment, mais quand t'as l'habitude d'avoir l'heure, d'avoir internet, d'être en contact avec ta famille tout le temps, quand t'as plus tes repères habituels, t'es carrément perdu. À ce moment-là, je suis perdu au fin fond du Népal. Je sais même pas dans quel endroit je suis. Et ça commençait vraiment à devenir très compliqué. Il fallait que je donne un signe de vie. Et du coup, j'ai dû faire 2 heures de marche pour retourner à l'auberge. Et honnêtement, l'aller s'est plutôt très bien passé. J'arrive assez vite à l'auberge, j'ai de la connexion, j'appelle ma mère et évidemment elle répond pas. Sinon, ça serait trop simple. J'appelle mon frère qui me passe ma mère et évidemment, elle était très inquiète. Sinon, ça serait pas ma mère. On a le temps de parler une dizaine de minutes. La nuit commence à tomber. Et je suis épuisé physiquement et moralement. Mais je dois revenir au camp. J'ai dû m'arrêter plein de fois sur le chemin, totalement épuisé. J'étais complètement à bout de force. Et je me demande en fait si tout ce que je vis c'est vraiment le fruit du hasard. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui agirait au-dessus de nous et qui tisserait les fils de nos destinées. Au bout de 2 semaines dans le camp, je commence à me lasser un peu. Je tombe un peu dans une routine. Je sens que j'ai un peu fait le tour de tout ce que le rainbow pouvait m'offrir. J'ai vraiment envie de voir ailleurs, j'ai vraiment envie de continuer l'aventure, j'ai envie de continuer à visiter l'Inde surtout. Et le 7 octobre, je décide de partir. Je décide d'aller à Pokhara, la deuxième ville du Népal. Quand j'arrive à Pokhara, et ça fait bizarre un peu de retourner à des conditions de vie un peu plus normales. Bon, au bout de 3 jours à Pokhara, je retourne en Inde. Et bon, si vous voulez connaître la suite, je vous invite à regarder ma vidéo sur l'Inde. Le 23 octobre, je retourne à Delhi et je revois mon ami Rishi. Et il allait très bien, il a quitté l'auberge, il se trouvait un petit appart et il m'explique qu'est-ce qui s'est passé au commissariat. Et en fait, il s'est rien passé de spécial. Les policiers ont juste voulu nous donner une petite leçon, quoi. Ils ont juste voulu nous mettre un coup de pression. Et finalement, Rishi s'en est sorti sans amende, sans rien. Donc tout est bien qui finit bien. Final,
qu'est-ce que je retiens de cette expérience au Népal? Et bah presque 1 an et demi après, j'ai assez de recul pour dire que globalement ça a été une expérience très enrichissante. J'ai beaucoup appris sur moi, sur mes croyances, sur ma façon de voir le monde, même si sur le coup évidemment c'était pas facile du tout. L'isolement, le fait de pas avoir de nouvelles de mes proches, ça c'était particulièrement dur. Mais ce que je retiens surtout c'est l'humain, c'est les rencontres, ne pas juger les gens sur leurs vêtements, sur leur apparence, essayer d'apprendre à connaître les gens, essayer de comprendre comment ils pensent. Mais en fait, ce que j'ai fait au Népal, eh ben, on peut tout à fait le faire ici, chez nous en fait. On peut le faire dans notre vie quotidienne. Il faudrait juste mettre de côté nos téléphones, juste sortir dehors, voir la nature, essayer de méditer, d'écouter de la musique, de se concentrer sur des choses simples. Il faudrait qu'on essaye de mieux s'entendre. Il faudrait qu'on essaye de propager l'amour et la paix à travers ce monde. C'est une tâche qui va prendre du temps, c'est une tâche qui va être ardue, mais si on y croit, on peut le faire. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop chiante. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Merci beaucoup.